Puis après ça, je suis comme descendu dans la coulisse, puis là, dans les marches, puis là, tu sais, je voyais vraiment, tu sais, il prenait la rampe, puis là, il s'en allait dans sa rangée. Là, tu sais, je voyais réellement ce qu'on avait jasé la semaine d'avant, c'est-à-dire l'écart qu'il y a entre la rampe, les marches aussi qui sont comme pas égales, c'est ça. Fait que là, tout à coup, là, ça, je t'avoue, je l'ai vu, puis je fais comme épidaille. C'est vrai que c'est tough, puis je me suis posé la réflexion que des membres ont dit qui, des fois, ne revenaient pas dans certains lieux qui n'étaient pas appropriés. Je vois que notre salle est vraiment pas friendly pour des gens en situation de handicap. Dialogue, un balado-réflexion sur l'accessibilité aux arts vivants des publics issus de la diversité capacitaire. Épisode 4. Les multiples niveaux d'accessibilité. Handicap invisible et expérience spectatrice unique. Dimanche 26 mars 2023. Première réunion du deuxième cycle de recherche du comité au Salon d'honneur chez DUCEP. Lors de cette rencontre, les membres discutent des obstacles rencontrés lors de la représentation de Gas Bar Blues. Jean-Simon a pu observer directement les situations auxquelles certains membres du comité sont confrontés. Suite à cette expérience, il partage ses réflexions et prises de conscience concernant ces défis. C'est comme n'importe quoi, quand il y a une nouvelle langue, ben, tu redécouvres ce que tu prends pour acquis d'une autre manière. Là, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est vraiment les escaliers quand je fais comme ah ouais, c'est vrai que ça peut être laborieux de venir à la place des arts chez nous. Le chemin qu'on fait pour aller au salon vert, c'est pour les gens en fauteuil roulant, mettons, qui doivent être à l'arrière de la salle. Des fois, il y en a qui sont abonnés, qui sont en avant, donc tu sais, le chemin, là, il est hallucinant. Il faut que tu passes par l'entrée. Je l'avais montré, là, le loading dock, puis là, l'ascenseur. Puis là, tu rentres dans la coulisse après ça, puis là, tu arrives. Tu passes derrière le décor. C'est comme un... Fait que j'ai comme une petite pensée aussi pour... parce que on a plusieurs spectateurs qui sont âgés quand même, donc c'est en situation de handicap visible et invisible. Tu sais, Les membres du comité discutent de solutions d'accessibilité possibles à mettre en place rapidement pour le prochain spectacle, Maniganetish, dont la représentation doit avoir lieu la semaine suivante. En entrevue, les participantes et participants me font part de leur appréciation de la présence, de l'écoute et de l'engagement de Jean-Simon. Je remarque qu'une relation de confiance s'installe entre eux. Peu à peu, Jean-Simon et les membres du comité commencent à travailler plus directement ensemble. Si on voudrait visiter le décor, on peut le faire avant ou après. Donc, arriver même un petit peu avant. Mais avant, c'est peut-être compliqué parce que les acteurs aussi ont des micros. Ils ont une routine aussi de réchauffement. Fait que peut-être qu'après, ce serait plus facile. S'il y en a qui sont intéressés après à venir dans le décor, toucher. Les costumes ont été utilisés, donc ils sont peut-être pleins de sueur. Là. Ça aide à comprendre, donne des clés pour le spectacle. Mais... Moi, j'aimerais ça voir les personnages. Si on peut les voir avant, peut-être pas. Mais après, peut-être un retour sur les personnages. Parce que dans la scène, dans la pièce, on va voir plein de personnages. Mécaniquement, ça se ferait comment? Donc, vous avez juste à rester assis, puis après ça, c'est juste de vous diriger, si c'est possible, là, en bas à gauche de la scène. Pendant le projet, le comité remarque que les personnes avec un handicap invisible ou une maladie chronique sont désavantagées au théâtre par rapport à celles avec un handicap visible. Un handicap est dit invisible lorsqu'il n'a pas de signe physique évident. Certains troubles cognitifs, psychiques ou neurologiques, les maladies chroniques ou invalidantes, les traumatismes crâniens, les séquelles d'un AVC, les variations neurodivergentes ou même certains troubles du langage ou difficultés d'apprentissage sont quelques exemples de handicap invisible. Dans leurs expériences, les membres du comité constatent que les personnes avec handicap invisible sont moins comprises par les équipes culturelles et le public. Elles reçoivent moins de soutien et ont souvent moins accès à des services. Les membres insistent donc sur la nécessité de sensibiliser à ces réalités et de trouver des solutions concrètes pour ces publics. 3 membres du comité évoquent les difficultés des publics avec handicap invisible et maladies chroniques, suivis par Carmen Papalia, qui parle de son propre handicap invisible. Moi, c'est une chose que je te dis depuis le début, c'est que, tu sais, des difficultés invisibles, là, des gens, surtout moi, je pense beaucoup aux personnes âgées ou aux malades, là, ils sont peut-être pas nécessairement là, on les représente, mais on les oublie, mais tu sais, on pense que c'est une minorité qu'on aide, mais probablement que le pourcentage réel de gens qui auraient besoin ou qui sont impliqués est vraiment plus élevé. Moi, j'en ai pas de problème d'accessibilité. Tu sais, pour tout ce qui est les lieux physiques, là. Ouais. Ça, pour moi, n'importe où ce que je vois, j'en ai pas.
Mais c'est sûr que moi, j'ai un handicap visible, comme ils ont fait la distinction. Ça, j'avais jamais porté attention à ça, effectivement. Mais si j'ai une rampe, je sais, moi, c'est quoi que j'ai besoin comme adaptation physique. Donc, s'il y avait un placier, il faudrait que j'explique, non, pas le bras gauche. Je suis incomprise. Une cause que je suis pas une personne âgée. Je suis une personne qui a de la misère avec sa motricité à cause d'un traumatisme crânien. And when you say invisible and visible disabilities as something you're interested in speaking to, I have both. Lorsque vous me dites que vous vous intéressez aux handicaps invisibles et visibles, j'ai les deux. En effet, ma canne montre que je souffre d'une déficience visuelle. Mais je souffre aussi d'anémie falciforme, qui est une maladie dégénérative du sang assez sévère. Donc, depuis mon enfance, je passe beaucoup de temps à l'hôpital. Je subis plusieurs complications très, très sévères causées par la maladie et je vis avec beaucoup de douleur. Mon expérience avec la douleur et la maladie dégénérative m'ont aidé à me connaître beaucoup mieux relativement à mon handicap. Toutefois, c'est quelque chose que les gens pourraient ne pas voir juste en me regardant. Vous comprenez ce que je veux dire? Understanding of self around my disability experience, but it's not something that easily that people might not know about it just by looking at me. If that makes sense. Yeah. Les membres du comité avec handicap invisible ont parfois dû se déclarer pour obtenir des services et justifier certaines demandes, ce qui peut créer des situations inconfortables, voire stigmatisantes, et même entraîner de l'incompréhension. 2 participantes partagent leur expérience à ce sujet. L'avantage de la première fois, c'est qu'il y avait des aménagements qui étaient faits, mais qu'on n'a jamais eu besoin de dire « je suis une personne handicapée, je suis une personne en situation de handicap ». On n'a pas eu besoin de revenir à notre situation qui fait qu'on a des besoins particuliers. Et là, cette fois-ci, j'ai dû préciser « je suis une personne handicapée » et c'est pas forcément… d'une part, il y a des jours où tu n'as pas vraiment envie de le dire, tu ne le dis pas à n'importe qui. Et aussi, j'ai vu, après ça c'est moi qui l'interprète, je pense, à cause des années d'expérience de ça, la personne ne s'est jamais dit que je pouvais être une personne malade ou handicapée, parce qu'évidemment, c'est pas nécessairement perceptible. Il y a quand même, dans les clientèles qui étaient là, dans les clients autres que les gens de la recherche, ça a été encore une indifférence assez grande face ou une inconscience peut-être du fait qu'on est limité. Ce qui fait qu'on est un peu, encore une fois, pas bousculé, mais des fois… Je trouve qu'il n'y a pas eu de respect de vous. Non. Tu sais, le monde sont tous un peu empathiques dans la vie, en gros, là. OK. Ils ont tous un respect minimum, mais ça reste invisible bien souvent, les limitations, handicap physique, cognitif, intellectuel, etc. Ça fait que, puis les gens oublient vite. Là, les gens qui ont toute leur cervelle, il y en a des bouts qui manquent des fois. Parce qu'ils sont là pour s'amuser, puis ils n'ont pas envie de se faire la morale. Carmen Papalia critique une tendance des institutions à uniformiser la compréhension des handicaps et des besoins des différents publics. Carmen Papalia. And I think this is the way that funding is allocated and just the way these programs are set up where Je crois que c'est la façon dont les fonds sont distribués, la façon dont les programmes sont mis en place. Ils répondent à un besoin. Je dirais qu'ils s'adressent à un handicap en particulier, donc ils ciblent un individu qui a peut-être une gamme de besoins associés à son handicap et ainsi mettent en place des mesures pour répondre au type de besoins associés à ce handicap. Donc, tout ce qui complique les choses, comme peut-être si une personne a une autre identité intersectionnelle, elle est marginalisée en raison de sa race, de sa classe ou de son sexe, tout ça est également pertinent pour l'accès aux services. Mais ce n'est pas nécessairement pris en compte dans l'organisation de l'accessibilité. Est-ce que l'expérience spectatrice dans son ensemble n'est pas involontairement standardisée aussi? N'y a-t-il vraiment qu'une seule manière d'être un spectateur et de recevoir une œuvre artistique? Le théâtre fut à une certaine époque le lieu du public subversif, indiscipliné et souverain. Cependant, depuis la fin du 19e siècle et l'émergence du public silencieux, on a assisté à une normalisation du public et de ses réactions.
Selon la sociologue Dominique Pasquier dans son texte de 2016, Spectateurs de théâtre, l'apprentissage d'un rôle social, bien que la plupart des pratiques culturelles soient aujourd'hui désacralisées, certaines normes de comportement sont encore attendues par l'ensemble du public dans une salle de spectacle. Pourtant, selon le professeur d'études théâtrales Christian Billet, le spectateur est plusieurs, divers et immaîtrisable. Le public ne peut donc qu'être hétérogène. Un spectateur est un individu à part entière, avec ses caractéristiques propres. Sa relation avec le spectacle est intime, unique, sensible et dynamique. Les membres du comité témoignent de leur expérience unique de spectatrices et de spectateurs. Vous me parlez de belle place. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est quoi une belle place pour vous? C'est où dans la salle? Moi, c'est 3e, 4e rangée. Et plutôt vers le centre, parce que tu entends le son de partout. Tu es assez près pour entendre le mouvement sur la scène. Assez souvent, quand ils ont des souliers assez claquants, là. Ouais. Ou des fois même, tu vas sentir quand ils changent le décor, tu l'entends bien. En quoi entendre le son des déplacements sur scène puis le son des changements de décor, qu'est-ce que ça vous apporte comme spectatrice? Ben moi, c'est que je rentre dans le spectacle à ce moment-là. Je l'ai fait l'expérience d'être assise à l'arrière et t'es loin, t'es pas dedans du tout. T'as trop de monde devant toi, je sais pas. Tandis que là, les gens sont derrière moi, je les sens pas. OK. Sinon, je sens la foule devant moi, puis ça, c'est comme une barrière. Je me fais un décor, je m'imagine quelque chose, mais je sais pas si c'est la réalité, je le saurai jamais. Mais oui, je les situe. Et oui, je me fais un visuel de la scène. J'ai trouvé ça comme chaud. C'était une lumière chaude. Comparativement au néon blanc, des fois les néons étaient plus pour lorsqu'il y avait des émotions froides comme la colère, la tristesse, quand il y a eu le décès ou des trucs comme ça. Mais la lumière, cette lumière particulière, c'est une lumière chaude. Enfin. Mais ça, c'est ma perception à moi. Non, mais... Oui, parce que qu'est-ce qui me reste? C'est étrange parce que pour moi, la lumière, c'est mon ami et mon ennemi en même temps. Et ça dépend dans quel contexte je suis placée. Comme, j'adore les soleils, mais les soleils, depuis que j'ai eu des problèmes, l'éblouissement me fait mal. Mais il reste que j'ai apprécié ça parce que pour moi, la lumière a toujours été très importante dans ma vie, mais maintenant, dans ma nouvelle peau, c'est encore plus fort, là. Ça fait que je fais comme un enfant qui écoute un cartoon. Tu sais, un dessin animé, j'essaie de juste voir le moment présent, le talent. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est de même que je me fixe. Comme que je comprends une pièce de théâtre, c'est à cause des paroles puis des émotions dégagées par la... Moi, j'ai du mal à lire les expressions nuancées. Je lis très bien les grands sourcils levés, les grands sourires. J'ai du mal avec, tu vois, les choses pas dites, le second degré, etc. J'ai vraiment du mal. Et donc, à distance, on pourrait se dire que je manque ça, du coup, parce que je vois pas bien les visages, évidemment, des actrices. Mais là, ce qu'il y avait d'agréable, c'est qu'il y avait un autre accès que les expressions et le texte, qui était en fait la musique, et qui apportait vraiment de la compréhension aux émotions et aux enjeux qui étaient en train de se dérouler dans la pièce. Donc pour moi, c'était super bénéfique, ça, cette espèce d'hybridité musique-dramaturgie. Le comité propose d'améliorer l'accueil des personnes avec des handicaps invisibles en adoptant une approche plus globale de l'accessibilité. Il recommande un accueil plus humain, visible en salle par un respect des expériences spectatrices uniques de chacun. Plutôt que de chercher une accessibilité universelle en tout temps, le comité privilégie un dialogue ouvert sur les besoins, profitant à toute la communauté. Ainsi, une initiative répondant aux besoins d'une personne pourrait également bénéficier à d'autres. 2 membres du comité font part de leurs réflexions à ce sujet. Puis je pense que quand on parle d'accessibilité dans une société inclusive, on essaie d'intégrer la minorité dans la majorité, mais il y a des choses qu'on peut faire pour la minorité qui vont servir pour la généralité. Et le plus bel exemple, c'est les portes qui ouvrent automatiquement pour les personnes à mobilité réduite.
ben il y a plein de monde qui s'en servent, ceux qui ont des poussettes, ceux qui ont les mains pleines, puis qui n'ont pas d'handicap, puis ceux qui ont pour l'origine avec le derrière de la main, ils poussent sur le bouton, puis fait que c'est dans un esprit comme ça. Je remarque que maintenant, c'est à tous les théâtres que je vais, on le dit. Oui. Fait que je sais pas pour qui, pourquoi, mais c'est un plus pour, quand on parle d'accessibilité, ben ça, parce que ça, c'est une information que moi, je téléphonais avant et je leur demandais. Oui. J'avais à réserver un transport. Fait que maintenant, j'ai plus besoin. Mais ça peut servir à d'autres personnes. Hein. Fait que, autrement dit, on peut ajouter des éléments comme ça qui servent, et pas juste à nous, souvent ça sert à d'autres. Are we just like doing this for like less than 1% of Est-ce que nous faisons ça pour moins de 1% de notre auditoire? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes non-voyantes qui participent. Et habituellement, ma réponse à ça est que la description visuelle sert non seulement aux personnes ayant des déficiences visuelles, mais aussi aux personnes neurodivergentes, aux personnes souffrant de troubles de traitement sensoriel. C'est une autre façon d'apprécier l'art à certains égards, comme une étiquette didactique de l'œuvre. Un peu comme combien de personnes visitent un musée et sont un peu rebutées par le fait qu'elles doivent lire de longues étiquettes didactiques afin de bien comprendre l'œuvre. Donc, pour moi, la description visuelle est peut-être encore plus accessible que les textes qui décrivent l'œuvre. For me, like visual description is maybe even more accessible than like curatorial writing. Dans le prochain épisode, nous aborderons l'accessibilité du point de vue des établissements culturels. Dialogue est un balado d'Evelyne Payette-Dalpé, présenté avec le soutien de l'Office des personnes handicapées du Québec. Montage et habillage musical, Michel Héroux. Traduction, Léna Desjardins. Comédien, Michel Savard. Sous-titrage, traduction et interprétation LSQ, Cinéal et Jennifer Manning. Co-direction de recherche, Maud Gendron-Langevin et Guillaume Ouellette. Cette recherche a été rendue possible grâce au soutien du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, du ministère de la Culture et des Communications du Québec et du Conseil des arts de Montréal.